Nanou, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un très célèbre acteur qui malheureusement nous a quittés maintenant depuis de nombreuses années. Il s'agit de Yul Brynner. Alors, qui était ce monsieur? On nous dit Yul Brynner, né Yuli Borisovitch Brynner, est un acteur russo-américain. Il est né d'un père mongol puis suisse et d'une mère russe le 11 juillet 1920 à Vladivostok ou sur l'île de Sakhaline. Alors, les deux sont situés complètement à l'extrême est de la Russie, donc plus proche du Pacifique que de l'Europe. Et il est mort le 10 octobre 1985 à New York. Entre 1949 et 1976, il a tourné dans une quarantaine de films. On nous dit qu'il est devenu largement connu pour son interprétation du roi Mongkut dans la comédie musicale Le Roi et moi en 1951, pour laquelle il a remporté 2 Tony Awards et il a remporté ensuite un Oscar pour l'adaptation cinématographique donc de cette comédie musicale en 1956. Il a joué ce rôle 4625 fois sur scène et s'est fait connaître à cette occasion pour son crâne rasé, comme on le voit sur cette photo, qu'il a conservé comme une marque personnelle longtemps après l'avoir adopté pour Le Roi et moi. En effet, à cette époque-là, c'était pas commun d'avoir le crâne rasé. Alors, c'était pas quelqu'un qui était chauve, il avait des cheveux qui poussaient, mais pour un rôle, donc, il s'était rasé le crâne. Et puis, comme il avait trouvé que d'une part ça lui allait bien et qu'en plus ça le distinguait de la masse des autres acteurs, et ben finalement il a gardé cette habitude. C'est ce qu'on nous explique un peu plus loin. Alors il est connu également parmi le nombre important de films dans lesquels il a joué. Il a joué également le rôle de Ramsès II dans l'épopée biblique de Cécile B. 2000, Les 10 Commandements en 1956. Il a incarné la même année le général Bounin dans le film Anastasia, puis le tireur Chris Adams dans Les 7 mercenaires en 1960, et sa première suite, Le Retour des Sept en 1966, ainsi que l'androïde dans Monde Ouest en 1973 et la suite de ce film, Les Rescapés du futur en 1976. Alors tout ça, ce ne sont que des exemples de films dans lesquels ce monsieur a tourné. Alors on nous parle ensuite de ses origines. Il avait un grand-père qui était l'archétype, on pourrait dire, du riche industriel, du type qui vraiment a une envergure particulière dans le milieu des affaires et de l'industrie. C'est ce qu'on nous dit. Alors, il était donc d'une famille aisée, mais cette famille a été prise un peu dans la tourmente des révolutions russes, et donc sa famille a été contrainte de déménager à plusieurs reprises. Alors, on nous dit, au moment de la révolution russe de 1917, sa famille, aisée, a fui l'Empire russe et s'est installée surtout à Nice, en France, où il existait déjà une communauté russe. Le père de Yul Brynner, Boris, qui avait étudié à Petrograd pour revenir à Vladivostok, est alors devenu ministre de l'Industrie et du Commerce de la République d'Extrême-Orient pendant la guerre civile de 1920. On nous dit que la famille Brunner a ensuite fait de nombreux allers-retours entre la France et la Russie, surtout aux périodes où la situation était plus calme. Mais avec l'avènement de Staline à la fin des années 20, cette famille a définitivement quitté la Russie. Alors de quoi nous parle-t-on ensuite? On nous indique qu'en 1927, le père Boris Brunner a quitté le domicile conjugal et a abandonné sa famille. Et donc la mère de Yul Brynner, Marussia, a emmené ses enfants, donc Yul et Vera,
D'abord à Harbin en Chine, où ils ont fréquenté une école tenue par une union chrétienne de jeunes gens. Puis ils se sont installés à Paris. Et c'est à Paris que Yul Brynner a commencé sa carrière. Alors il a fait divers métiers, il n'a pas commencé directement par être la star qu'on connaît. On nous dit que quand il est arrivé à Paris en 1934, Yuli Brynner, c'est son vrai nom, semblait avoir beaucoup plus que 14 ans, sans doute plutôt 20 ans. Il s'exprimait déjà très bien en français, en plus du russe, et également d'autres langues étrangères, dont l'anglais et l'allemand, preuve d'une éducation raffinée et complète qu'on aurait rarement pu trouver chez un adolescent de 14 ans à l'époque. Donc on pense qu'il était plus âgé que ça. Alors on nous dit que pour gagner sa vie, il joue de la guitare dans des clubs de nuit et qu'à cette occasion, il s'est lié à des musiciens tziganes. C'est quelque chose qui est resté assez longtemps dans sa vie, cette passion pour la musique et en particulier la musique tzigane. On nous le dit, il restera toute sa vie sensible à la musique tzigane et proche de cette communauté. Il a également posé nu pour le photographe George Platlins. Il rencontre des intellectuels tels que Jean Cocteau qui le fait participer à certains de ses projets. Alors concernant la photographie, on nous dit plus loin que c'était un grand fan de photographie. Il a d'ailleurs fait des livres de photographie lui-même. Il est également assez sensible à son apparence physique. Alors on l'a vu avec son crâne qu'il a choisi de garder chauve parce qu'il trouvait que c'était tellement peu commun que ça le mettait un petit peu, ça le faisait sortir du lot des acteurs et en plus, semble-t-il, il trouvait que ça lui allait bien. On a également plus tard, on nous indique dans sa biographie qu'à un certain moment, il s'est inquiété de son apparence physique, il se trouvait pas assez, il trouvait qu'il n'avait pas assez de présence et il s'est astreint à un programme de musculation assez intense. Alors on nous dit, pour revenir à sa vie, sa vie professionnelle, il a ensuite été embauché dans la troupe du cirque d'hiver à Paris comme trapéziste, où il a observé le jeu des clowns et des mimes, et où il a fait la connaissance de Georges et Ludmila Pitoev. Malheureusement, il a fait une grave chute de trapèze qui lui a causé une 40aine de fractures, c'est quand même pas rien. Et donc il a dû abandonner le cirque. Mais Georges et Ludmila Pitoev l'ont engagé au Théâtre des Mathurins en tant que machiniste. Dès 1941 ou 1943, on n'est pas sûr de la date, il est parti pour les États-Unis afin d'étudier le théâtre avec Michel Tchekhov. Dès son entrée dans le pays, il aurait menti sur son âge, car les services d'immigration n'auraient peut-être pas accepté quelqu'un de plus de 30 ans, c'est ce qu'on nous dit. Alors quoi d'autre ? On nous dit qu'il a fait ses débuts au cinéma en 1949 dans La Brigade des Stupéfiants, l'un des seuls films où on le voit avec ses cheveux naturels, sa chevelure, avec le film Les Boucaniers. Et donc, à partir de 1951, il s'est rendu célèbre en interprétant son plus grand rôle, le roi de Siam, dans la comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, Le roi et moi. Alors, il l'a interprété dans la production originale, mais aussi dans sa reprise sur scène à Broadway en 1977, dans celle de London Production en 1979 et dans une autre reprise de Broadway en 1985. Alors, il a donc reçu des prix pour cela. C'est là qu'on nous le dit, pour Le Roi et moi, il s'est rasé la tête. À la suite de l'énorme succès de cette production à Broadway et du film au cinéma, il a continué à se raser la tête pour le reste de sa vie, bien qu'il ait parfois porté une perruque pour certains rôles. On nous dit, se raser la tête à cette époque était très inhabituel et ça a contribué à lui donner une image d'icône un peu à part. Par admiration, des fans se sont aussi rasé la tête, et ce style a pris le nom de coupe à la Yul Brynner. À partir de 1964, il s'est aussi rasé les sourcils, ce qui aura eu pour effet de le rajeunir ou de masquer son âge. Donc il y a toujours une ambiguïté sur son âge.
On nous dit qu'en 1956, il a connu un grand succès en apparaissant dans la version cinéma du Roi et moi, et ce succès a été amplifié la même année par Les 10 Commandements avec Charlton Heston et Anastasia. Yul Brynner était préoccupé par la présence à l'écran face à l'aura que dégageait Charlton Heston, et pour y remédier, il s'est astreint à un programme de musculation intensive, je vous le disais tout à l'heure. Alors, malheureusement, il y a des choses bien sûr moins réjouissantes le concernant, en particulier la fin de sa vie. Au milieu des années 1980, Yul Brynner a appris qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Alors, on nous dit que c'était probablement lié à sa consommation excessive de tabac. En effet, il fumait 5 paquets par jour. Se sachant mourant, donc condamné, en janvier 1985, soit 9 mois avant sa mort, il a donné un entretien dans l'émission Good Morning America en exprimant son désir de faire des courts-métrages publicitaires contre le tabagisme. Alors c'est ce qu'on nous dit. On nous dit un extrait de cet entretien poignant servira d'annonce de prévention pour l'American Cancer Society, la société contre le cancer, la société américaine contre le cancer, qui sera diffusée après sa mort. Et l'extrait contient le texte suivant. Now that I'm gone, I tell you, don't smoke. Whatever you do, just don't smoke. If I could take back that smoking, we wouldn't be talking about any cancer. I'm convinced of that. Ce qui signifie, maintenant que je ne suis plus là, je vous le dis, ne fumez pas. Faites ce que vous voulez, mais ne fumez pas. Si je pouvais revenir en arrière et ne pas commencer à fumer, on ne serait pas là en train de parler de cancer. J'en suis convaincu. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre d'intéressant au sujet de ce monsieur ? Eh bien, si on se penche sur sa vie privée, on s'aperçoit qu'il a eu une vie privée aussi riche, on peut le dire, que sa vie professionnelle. On nous dit ici qu'il a eu 4 épouses et 5 enfants. En 1944, il s'est marié avec l'actrice Virginia Gilmore, avec laquelle il a eu un fils. Au début des années 1950, il a entretenu une longue relation avec Marlène Dietrich. En 1960, il a divorcé pour épouser la même année Doris Kleiner, un mannequin chilien qui lui a donné une fille, Victoria, et qui a eu comme marraine Elizabeth Taylor et travaillera plus tard dans la mode et le luxe. On nous dit également qu'il a eu une liaison avec la peintre belge Alika Lindberg, qui a dit que Yul Brynner avait joué un rôle capital pour elle. Après son divorce avec Doris Kleiner, en 1967, il épouse Jacqueline Thion de la Chaume, une Française avec laquelle il adopte 2 filles nées au Vietnam, Mia et Mélodie. Il a divorcé en 1981 et il a épousé en 1983 la chanteuse et danseuse Kathie Lee, âgée de 26 ans, avec laquelle il vivra ses 2 dernières années. On nous signale qu'il a également une enfant née hors mariage en 1958, Lark, qui a été élevée avec le soutien financier de l'acteur par sa mère, qui est l'actrice austro-suisse Frances Martin. Alors voilà donc pour grosso modo la vie de ce monsieur. Alors on nous met une petite partie à la fin de cette biographie nous disant qu'il est qualifié d'hyperpolyglotte. Alors un polyglotte, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues. Ici on nous parle d'hyperpolyglotte. Il a déclaré parler 11 langues, dont l'anglais, le russe, le français, le hongrois, le japonais, l'hébreu et le yiddish. Alors voilà, ça a créé chez lui la possibilité de se doubler lui-même. Lorsqu'un film était fait dans une langue et qu'on voulait le distribuer dans d'autres pays et donc doubler ce qui était dit dans une langue par des personnes qui le disaient dans une autre langue, eh bien c'est lui-même qui faisait son propre doublage. Voilà pour l'anecdote. Alors maintenant, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce monsieur? Peut-être essayer d'en savoir plus sur sa personnalité, son caractère. J'interroge pour cela mon oracle des personnages.
Alors, qu'est-ce qu'on a concernant ce monsieur? On a, d'abord, plutôt, du côté du début de sa vie, cette carte de l'activiste. Alors moi, je retiendrai plutôt active. Quelqu'un qui fut très actif, alors c'est quelqu'un qui est né dans une famille aisée, on nous le dit clairement, donc qui aurait pu, ma foi, passer une vie paisible, oisive, à profiter de la fortune accumulée par ses aïeux. Eh bien, pas du tout. C'est quelqu'un qui a choisi de mettre à profit cette fortune pour tenter différentes choses, voyager, tenter différents métiers, s'intéresser à des tas de choses. Donc quelqu'un de plutôt actif. On nous parle ici en carte centrale de l'intellectuel. On nous dit intelligent, brillant pour explorer des idées et des concepts théoriques. Alors ça a bien été le cas de ce monsieur, alors déjà par le fait qu'il était capable de parler 11 langues, c'est pas donné à tout le monde. On a beau parfois vouloir essayer ou être intéressé par des cultures ou des langues étrangères, bah c'est pas donné à tout le monde de savoir parler autant de langues. Il faut quand même avoir un cerveau à la mesure de ses capacités. C'est également quelqu'un qui s'est intéressé à l'art, entre autres, qui était intéressé par la photographie, mais pas seulement. C'est quelqu'un qui a fait différents métiers aussi, qui a été speaker à la radio, entre autres. Donc quelqu'un qui avait quand même des capacités intellectuelles impressionnantes. Et puis enfin, on a cette carte du bobo. Alors le bobo, vous savez, c'est ces gens un petit peu friqués, mais qui sont très stylés, qui ont des styles un petit peu à part, qui sont friqués, mais pas du genre conventionnel, pas du genre bourgeois classique. Au contraire, qui ont des styles, des apparences ou des styles vestimentaires un peu excentriques. Ce genre de personne, eh bien, ça colle bien au personnage, ne serait-ce que d'abord pour sa boule à zéro. C'est quelqu'un qui a cherché à se distinguer, à créer un petit peu un mythe autour de son personnage. Quelqu'un qui était sensible également aux apparences, qui a cultivé son personnage, et puis qui était sensible aux arts. Ça correspond tout à fait à l'image du bobo et au personnage un petit peu atypique qu'il s'était créé. Bon, eh bien, en cartes favorables et défavorables, je ne suis absolument pas surpris de trouver ces cartes-là. Je m'y attendais un peu. Je les redoutais peut-être. Bon, il faut bien parler de sa vie privée, comment on peut le dire poliment, très riche. Voilà, on peut le dire comme ça. On a donc en carte favorable la carte du séducteur. Comment pourrait-il en être autrement pour quelqu'un qui avait une aura extraordinaire, qui dégageait quelque chose d'assez magnétique? Ce monsieur, en effet, par son apparence, son regard, sa forme physique, mais il n'y avait pas que ça. C'est quelqu'un qui faisait très attention aussi à son apparence. Il n'y avait pas que, on pourrait dire, un charme naturel, il y avait aussi quelque chose d'étudié et d'entretenu, en plus de cela. Donc forcément, ben, ça ne pouvait que séduire. Mais c'est également quelqu'un qui n'a pas laissé sa part au chien, comme on dit, en matière de bonnes choses de la vie. On l'a vu dans sa biographie avec ses mariages multiples et puis ses aventures hors mariage. Bon, on ne connaît que ce qui nous en est rapporté. Déjà, la multiplicité des aventures et des mariages peut laisser penser que c'est quelqu'un qui était, comment dire, pour qui l'intimité comptait beaucoup. C'était quelque chose sur laquelle il ne faisait pas l'impasse, on va le dire comme ça, pour rester correct.
Alors qu'est-ce qu'on a en allant un peu plus loin dans sa vie après l'image du bobo, donc de celui qui a savamment cultivé, alors quelqu'un qui déjà au départ a quand même un style, a quand même un attrait naturel pour l'art, donc le sens des formes, des couleurs, de ce qui est harmonieux, de l'ambiance ou du charme qui peut être dégagé par tel ou tel type d'apparence. Au-delà de cela, on a également quelqu'un qui a cultivé tout cela, qui a cultivé son image. Eh bien, ensuite, on nous parle de quelqu'un de passif. Eh bien, peut-être qu'une fois que cette personne a atteint, on pourrait dire, un certain statut, se soit bien installé dans la vie, et finalement une vie qui lui convenait, eh bien peut-être que c'est quelqu'un qui, grosso modo, comme on dirait familièrement, a laissé rouler les choses, c'est-à-dire que bah voilà, c'est sur de bons rails, alors maintenant bah, j'arrête de courir partout et je profite, je laisse les choses se faire. C'est comme ça que je comprends cette carte du passif. Alors le passif, c'est aussi quelqu'un qui prend tout ce que la vie lui offre. C'est-à-dire, je ne refuse pas, ça vient à moi. Alors ça peut se rapporter aussi au domaine des conquêtes féminines, hein. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire qu'une jolie dame me fait comprendre qu'elle aimerait mieux me connaître, eh bien ma foi, puisque la vie me l'offre sur un plateau, je serais bien bête de refuser. Ça peut être ça aussi. Et puis enfin, peut-être la carte qui symbolisera la fin de sa vie, cette carte de l'ermite, où malgré le fait qu'on soit connu, célèbre, qu'on ait du succès auprès des femmes, eh bien il y a toujours un moment ou un autre, même lorsqu'on est comme ça très entouré, il y a toujours un moment où on se sent seul, et c'est peut-être ce qui lui est arrivé lorsqu'il a eu les résultats de certains examens médicaux, où on nous l'a dit dans sa biographie, il a appris qu'il était atteint d'un mal qui, à ce stade, ne pouvait plus se soigner et qu'il était donc condamné. Bah oui, c'est terrible. Et à ce moment-là, on se retrouve face à soi-même. C'est peut-être ce que nous dit cette carte de l'ermite. Ok. Puisqu'il est question d'un acteur de cinéma, pourquoi ne pas tenter un tirage avec mon oracle du cinéma français concernant Yul Brynner? C'est parti. Alors, que peuvent suggérer ces cartes par rapport à cet acteur, ce fameux acteur? D'abord, la première carte, qui est située plutôt sur le début donc de sa vie, c'est l'Arlésienne. L'Arlésienne, c'est celle qu'on attend, qu'on attend, qu'on attend, qu'on attend, qu'on nous annonce, c'est sûr, elle va arriver, mais on l'attend toujours et elle n'arrive jamais. Alors ça pourrait peut-être nous parler de son père qui, à un moment donné, n'est pas revenu à la maison, a abandonné la famille. Ça pourrait être ça. En carte centrale, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte de Papy fait de la résistance. Alors ça peut nous parler de plusieurs choses. D'abord des temps de guerre, et effectivement, cet acteur a grandi à une époque un peu troublée, en particulier pour son pays d'origine, une époque qui l'a contraint plus ou moins à l'exil, et c'est sans doute quelque chose qu'il aura gardé ensuite. Ce passage de la Russie à la France à la Russie à la Suisse à la France aux États-Unis, les États-Unis à la France, puis à nouveau les États-Unis. On voit que c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, pour échapper à des régimes autoritaires, à des situations dangereuses, aura changé d'endroit. C'est quelqu'un qui aura résisté, c'est pas quelqu'un qui sera resté là à rien faire en attendant que les soldats arrivent. C'est au contraire quelqu'un qui aura résisté. Alors, il y a aussi l'image papy fait de la résistance. Alors, le mot papy fait penser à quelqu'un d'un certain âge. Et cette question de l'âge revient tout le temps lorsqu'on lit sa biographie. On a bien une date qui est admise comme une date officielle de naissance par exemple, mais il y a quand même une incertitude sur son âge. Il aura eu possiblement, peut-être,
20 ans de plus que ce qui était déclaré officiellement. On n'est pas sûr, peut-être pas tout à fait, peut-être 5 ans de plus, peut-être 10 ans de plus, on ne sait pas trop. Ça pourrait nous dire qu'on avait quelqu'un qui était plus âgé en fait que ce qu'il prétendait, mais qui malgré tout faisait tout ce qu'il fallait pour essayer de paraître 10 ans de moins peut-être ou 20 ans de moins. D'où Papy fait de la résistance. Enfin, on a cette carte de l'innocent que je trouve assez ironique de la part du jeu de cartes. Ici, on voit quoi? On voit un monsieur au centre qui est bien habillé et semble être dans un environnement assez luxueux peut-être. Ça évoque un casino ou quelque chose comme ça et on voit une très jolie dame, très séduisante à côté de lui. Bon, on voit le genre de rapport que ça peut suggérer, et puis avec ce mot l'innocent, c'est-à-dire un petit ange. Eh bien, j'ai l'impression qu'avec ces dames, ce monsieur était tout sauf un petit ange. C'est plutôt, on va le dire, c'est plutôt sympathique, son démon de midi, ou peut-être le démon de minuit qui le titillait vis-à-vis de ces dames. C'est comme ça que je comprends cette carte. Des cartes très parlantes en faveur et en défaveur, en cartes défavorables. Cette carte, Je vous salue Marie, qui nous parle d'un film où il est question d'un miracle. Un miracle, c'est quelque chose qui normalement ne devrait pas se produire, qui défie les règles de la physique ou de la biologie, mais qui se produit quand même, et c'est inexplicable. Eh bien, ici, c'est en position négative, c'est-à-dire un miracle que peut-être il aura espéré ou attendu, mais le miracle ne s'est jamais produit. On peut penser à l'annonce de sa maladie, à un stade où malheureusement il était trop tard pour tenter de le guérir. Peut-être a-t-il espéré un miracle, peut-être s'est-il dit ils se sont trompés, allez, c'est peut-être pas ça, finalement peut-être que mon corps va reprendre le dessus, ou peut-être, je sais pas. Si c'est quelqu'un qui avait la foi, peut-être qu'avec des prières je peux m'en sortir, ou autre chose, mais il n'y a eu aucun miracle, malheureusement pour lui. En carte favorable, cette carte du film Diva, où on nous montre d'ailleurs une diva, c'est-à-dire non seulement une personne avec un talent exceptionnel, hors du commun, mais en plus une personne qui a une présence, une aura extraordinaire. C'était tout à fait le cas de ce monsieur. Une dernière carte. La gifle. Alors la gifle, qu'est-ce que ça peut être dans la vie de ce monsieur? Eh bien, peut-être finalement, on nous en parle du bout des lèvres dans sa biographie. On a vu que c'est quelqu'un qui a tenté à plusieurs reprises de mentir sur son âge, de cacher son âge, ce qui fait qu'il reste un doute important sur son âge. Et bien malgré cela, on nous dit que dans les années 70, pour certains rôles, eh bien, le protocole normal, lorsqu'on recrute quelqu'un pour un film, semblait-il, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque on nous dit que c'était comme ça, il fallait passer un examen médical pour voir si on était apte à ce travail. Et l'examen médical avait révélé que c'était quelqu'un qui était plus âgé que ce qu'il prétendait être, et que pour cette raison, certains producteurs l'avaient refusé dans certains films, malgré son immense notoriété et sa célébrité. On nous dit dans sa biographie qu'il en a été très vexé et qu'il est, à cette occasion, il a un peu abandonné le cinéma, il est revenu vers le théâtre, pour se remettre sans doute de cette gifle. Alors c'est comme ça que je comprends cette carte. Alors voilà, ce tirage de cartes concernant Yul Brynner, cet acteur inoubliable à la présence exceptionnelle, est maintenant terminé. Merci d'avoir suivi ces tirages de cartes.